Les Illustros, j'ai découvert le pouvoir cinématographique d'Iron Maiden. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, c'est parti pour le sujet cinématographique du jour, que j'attendais impatiemment, à savoir 28 ans plus tard, le Temple des Morts. When that time comes, men will no longer communicate. Juste avant d'aborder pleinement 28 ans plus tard le Temple des Morts, un petit récap de mon avis sur l'ensemble des autres longs métrages appartenant à cette saga. Commençons naturellement par 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle. Un film que, quand je l'ai vu, j'ai trouvé sympathique, mais sans plus. Et je sais que je suis un petit peu seul dans ce cas-là. Enchaînons par 28 semaines plus tard, réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. Un second opus que je pense préférer au premier, de par sa mise en scène très énervée et sa galerie de personnages auxquels je me suis plus attaché. Et enfin, finissons par 28 ans plus tard, de nouveau réalisé par Danny Boyle, qui est sans aucun doute mon opus préféré. Premièrement, grâce à sa galerie de personnages, encore une fois. Deuxièmement, grâce à toutes ces expérimentations visuelles que je trouve très salvatrices pour l'ensemble de l'œuvre. Et troisièmement, grâce à sa grande densité thématique qui encore aujourd'hui, quand j'y repense, me fascine toujours autant. D'ailleurs, si mon avis plus approfondi sur 28 ans plus tard vous intéresse, sachez qu'à l'époque de la sortie du film, j'avais déjà réalisé un épisode du petit podcast le concernant, il est toujours disponible, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Maintenant que ce petit récap est terminé, eh bien c'est parti pour parler pleinement de 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Mais juste avant cela, vous me connaissez, je vais vous présenter le long métrage. 28 ans plus tard, le Temple des Morts est sorti le 14 janvier 2026 dans nos salles obscures. Premier point intéressant à noter, cela veut dire qu'il est sorti exactement 28 semaines plus tard, après le premier 28 ans plus tard. Je trouve ça particulièrement bien vu. Le film dure 1h50, c'est bien entendu de l'épouvante horreur, et cette fois-ci, à la réalisation, exit Danny Boyle et place Anya DaCosta, une réalisatrice que j'apprécie, notamment pour son incursion dans l'univers de Candyman. À l'écriture, nous retrouvons Alex Garland, qui s'était déjà occupé de 28 jours plus tard, ainsi que de 28 ans plus tard. Au casting, nous retrouvons Ralph Fiennes dans le rôle du Dr. Kelson, Jack O'Connell dans le rôle de Jimmy Crystal, Alfie Williams dans le rôle de Spike, ainsi que Shea Lewis Perry dans le rôle de Samson. Et voici ce que ce nouvel opus nous raconte. Le Dr. Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans le Temple des Morts, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine, c'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant. Are you ready? Et alors, ce 28 ans plus tard, le Temple des Morts, est-ce que c'est réussi ? Franchement oui. Cela dit, à contrario de beaucoup de gens, du moins il me semble, j'avoue avoir une préférence pour 28 ans plus tard de Danny Boyle, et je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Mais avant de créer un exercice de comparaison entre ces deux opus, je vais tout d'abord revenir sur ce qui m'a beaucoup plu dans ce 28 ans plus tard, le Temple des Morts. En premier lieu, je trouve qu'à l'écriture comme à la mise en scène, il y a une nouvelle fois cette capacité de créer séquences fortes sur séquences fortes sur séquences fortes, sans qu'on soit lassé. Par plusieurs instants, notamment avec le personnage de Jimmy interprété par Jack O'Connell, ça va cogner fort, voire très fort, et ça va s'enchaîner vite, voire très vite. Ce qui peut occasionner
une sensation chez le spectateur de manque d'oxygène, mais je ne trouve cela jamais dérangeant parce que pour moi, c'est une intention, et une intention très salvatrice, que ce soit pour le film ou le spectateur, dans sa manière de dépeindre l'horreur, la violence que porte en lui et propage le personnage de Jimmy. Une horreur, une violence presque inarrêtable. Donc, à chaque fois que le personnage entre en scène, il y a une véritable tension qui est palpable, car le tout a été bien posé, le tout a été bien développé pour permettre au film de bien évoluer dans ses enjeux et aux spectateurs de bien y croire. Surtout que ce qui nous permet d'encore plus y croire, c'est cette volonté à la construction scénaristique de créer un conséquent ping-pong narratif entre les scènes portées par Jimmy et les scènes portées par le Dr. Kelson. Les scènes avec le personnage de Jimmy qui sont portées perpétuellement par une terrifiante spirale de la violence. Là où les scènes avec le Dr. Kelson sont portées dans un premier temps par une sorte d'absurdité dans le domaine du film de zombies qui va évoluer vers une profonde quiétude assez émouvante. Et c'est fort, pendant 1 heure, de continuellement opposer un personnage comme celui du Dr. Kelson, qui va être porté par une certaine forme d'espoir, et un personnage comme celui de Jimmy, qui va être porté par une certaine forme de détresse, sachant que ces deux formes ont toutes les deux la même base de développement, à savoir l'épidémie. Se développe donc pendant 1 heure, grâce à ce ping-pong narratif très intelligent, tout un tas de questionnements riches chez le spectateur ou la spectatrice sur comment nous, êtres humains, face à une situation pareille qui nous enlève tous nos repères, soit on se réfugie dans nos pires travers, soit on se réfugie dans nos plus grandes forces pour tenter de dialoguer avec elle et de la comprendre, voire de l'accepter. Et un autre questionnement très captivant, très fort que pose le film selon moi, c'est comment ces deux facettes de l'être humain, qui sont radicalement opposées, peuvent être amenées par un certain hasard à tenter de dialoguer entre elles, et comment l'une peut devenir actrice pour l'autre par une certaine forme d'insouciance, puis metteuse en scène de celle-ci dans le meilleur ou le pire des cas. Cette dimension acting, mise en scène, elle se ressent complètement dans la scène de la danse et ce qui s'ensuit après. Je trouve cela véritablement fascinant de bout en bout. Parce que ce film sonne pour moi, dans sa conception, mais également dans sa bande originale, comme un opéra, comme une tragédie. Et je sais que je l'ai beaucoup dit, mais encore une fois, je trouve cela très salvateur pour l'univers de cette saga, très salvateur pour l'aider à se renouveler encore une fois. Le film possède et travaille une dimension cyclique, en ce qui concerne la non-violence qui crée de la violence et la violence qui crée de la non-violence. Et cette dimension cyclique, on la ressent perpétuellement dans la mise en scène de Nia DaCosta, continuellement très posée de manière à tout lier intelligemment. Et c'est là que je vais commencer à comparer 28 ans plus tard et 28 ans plus tard Le Temple des Morts. Je trouve la mise en scène de Nia DaCosta très maligne. Je trouve qu'elle nous offre des séquences vraiment fortes. Mais je peux pas m'empêcher d'être plus fan des expérimentations visuelles à la Danny Boyle. Également, je trouve les deux opus fascinants de bout en bout, mais je peux pas m'empêcher de préférer le côté plus fouillis, plus dynamité de 28 ans plus tard au côté plus carré, plus organisé de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Et enfin, ce qui m'a un petit peu manqué dans ce deuxième opus, je dois vous l'avouer, c'est l'émotion. C'est-à-dire que là où dans le premier, j'avais ressenti un torrent d'émotions dans son final en ce qui concerne Spike, sa mère, le Dr. Kelson et tout ce qui s'ensuit, bah là, dans le final de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, j'ai pas été très ému. Alors que je sens que j'aurais dû l'être. Je l'ai été un petit peu, mais pas assez selon moi. Et c'est peut-être à cause, de ce côté plus sur des rails qu'à ce second opus par rapport au premier. Mais ça n'en fait pas un film extrêmement inférieur. Pas du tout, j'ai déjà envie de le revoir. On va dire que la force, mais en même temps la faiblesse de 28 ans plus tard et 28 ans plus tard Le Temple des Morts, c'est leurs deux styles très différents. Leur force parce qu'on retrouve ce côté cyclique où tout se contredit, mais où tout se répond également. Leur faiblesse parce que va y avoir forcément un style qui va plus me parler que l'autre.
Reste que 28 ans plus tard, Le Temple des Morts est un excellent film que je vous conseille de voir. Passionnant dans son traitement sur les rapports humains, passionnant dans son traitement sur la psychose, passionnant dans son traitement sur l'histoire qui se répète indéfiniment, dans le bon comme dans le mauvais, peu importe les situations, et comment on peut essayer à notre petite échelle de changer cela. J'ai complètement omis de le dire, mais bien entendu que toutes les performances d'acteurs et actrices dans ce film sont encore une fois sacrément mémorables. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. J'avoue, ça me ferait très plaisir, on est en route vers les 1600, let's go, youpi. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule hâte, c'est de voir ce 3e opus de 28 ans plus tard, qui s'annonce particulier, aussi tentant qu'inquiétant. On verra bien, j'ai très hâte. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!